La grande question aujourd'hui, c'est comment rendre 2023 extraordinaire? Ça va être notre fil rouge avec Chris pour cet épisode un peu spécial. Normalement, on va programmer cet épisode le 29 décembre, donc on sera quelques jours de la nouvelle année. Et comme souvent, voilà, qui dit début d'année dit résolution. Donc il y a les résolutions que les gens prennent tous les ans et qui respectent jamais. Je vais m'inscrire à la salle de sport et ceci, cela. Et puis il y a dans son business, j'appellerais pas ça des résolutions, mais ça. En tout cas, moi, c'est une fois par an que je prends le temps de me poser sur voilà, comment s'est déroulée l'année et comment je veux rendre l'année d'après encore mieux ou la rendre extraordinaire. Donc, on va partager pendant cet épisode où il n'y a pas d'invité, hein, parce que c'est vrai qu'on a oublié de le préciser. Ça fait une dizaine d'épisodes où il y a eu un invité à chaque fois. Cette fois-ci, voilà, on se fait un petit moment pour nous vu que c'est les vacances de Noël. Et voilà, on va échanger, Meryl et moi, tout au long de cet épisode pour savoir quelles sont nos pensées, quelles sont notre vision pour l'an prochain. Alors déjà, Meryl, première question. Est-ce que tu l'as aimé cette année 2022? J'ai adoré cette année, mais avant toute chose, je prends une gorgée de Monsieur Formidable et on lance le jingle. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3 Business. Est-ce que j'ai aimé cette année 2020 2022? C'est lapsus. Nous sommes en direct. C'est pour te dire à quel point c'était pas fameux. Non, non, si, ça va. En fait, je sais pas si tu fonctionnes comme ça aussi, mais moi, je suis très cyclique. C'est par saison. Donc, sans surprise, j'ai eu un hiver, un été, un printemps, un automne. Un hiver, c'est-à-dire une phase de déprime. Je vais commencer par là, histoire de mettre un peu de gaieté dans ce podcast. Tu sais, c'est le blues du j'ai envie de tout casser, de recommencer, je sais pas dans quelle direction je vais, est-ce que j'ai de la valeur, je procrastine, j'ai une idée, et finalement il y en a une qui va en chasser l'autre, et du coup je reste dans l'inaction. Tout un mélange, un marasme comme ça qui fait que je passe un hiver très froid. Et ensuite, eh bien, il y a le printemps, il y a l'espoir, il y a des nouvelles idées. Et l'été où tes projets fleurissent et des opportunités inattendues, bah, faut que tu fais un bond dans ton business. Et après, il y a l'automne où on récolte un petit peu tout ça, où on se met en mode profit first. C'est un des bouquins que j'ai découvert, on en parlera. Et là, l'automne, bah voilà, tu prends tes récoltes, tu sèmes des graines, tu plantes. Je vais mettre sur le côté parce qu'on en parlera peut-être. Et voilà, donc c'est cyclique. Donc ça a été une année aussi bonne qu'elle a été mauvaise. Globalement, je ne me plains pas. Donc voilà pour ce ressenti général, on va dire, pour 2022. Et toi, comment tu l'as senti? Je sais que ça a été une année plutôt exceptionnelle de ton côté. Oui, c'est ça. L'année a commencé sur des chapeaux de roue. Alors, ça n'a pas démarré pile au mois de janvier, hein, à partir de septembre 2021, j'ai connu une ascension. Pour la première fois, je suis passé de passer solopreneur à avoir quelqu'un à mes côtés à plein temps pendant quasiment un an. Donc, ça a été aussi un jonglage parce que c'est pas pareil de gérer son entreprise quand on est seul et quand on a quelqu'un voilà, qui suit nos directives. Et puis au-delà de cette personne à plein temps, il y a aussi entre une et quatre personnes à mi-temps suivant l'émission. Donc belle ascension. Ça a été aussi une des premières années où j'exploitais la publicité YouTube. Par rapport à mon business, j'ai toujours fonctionné quasiment en organique. Et puis là, voilà, je suis rentré dans la cour des grands. Au début, je tremblais à mettre 100 euros par jour de pub. Je me disais, ouah, 100 euros, c'est compliqué. Et puis après, voilà, on met 200, 300 euros et on n'y pense plus, quoi. Ah oui, bon, oui, oui, c'est le budget, c'est normal. Donc voilà, un très une très bonne année 2022 qui a commencé. En termes de chiffre d'affaires, l'année 2022 a été mon année record en termes de CA. Donc ça, c'est pour les bons points. Quand tu parlais de Profit First, je pense que dans les points noirs, c'est ce qui m'a manqué. C'est-à-dire que pendant cette ascension dans la pub, j'étais vraiment en mode, OK, je mets 1 euro dans la machine, elle m'en donne 2 ou elle m'en donne 3. Donc je prends ces 2, 3 et je remets l'intégralité en mode all-in dans la machine. En me disant que la machine va toujours fonctionner pareil. Alors que pour une publicité, il y a pas mal de changements, voilà, suivant le nombre de gens qui ont vu la pub. Enfin, tout ça, ça peut faire.
J'ai pas sorti beaucoup de variantes de ma pub, mais ma pub la plus vue a dépassé le million de vues. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui ont vu ma tête Ouais. en Il y 2022 en et a qui beaucoup qui voulaient ont dit, ah, ignorer l'annonce et qui se sont dit, mais pourquoi je suis pas sur YouTube Premium? grâce à toi, YouTube Premium a fait davantage de ventes, c'est sûr. Donc voilà, il y a eu ce truc-là. Et c'est vrai je pense aussi que c'est mon année profit record, puisque c'est aussi pour la première fois je me suis versé un salaire assez confortable. Mais malgré tout, j'aurais pu gérer mieux que ça. Il y a pas mal de choses entre le CA et le BNF où j'ai pas trop fait attention. Par exemple, la TVA, je partais du principe où elle n'existait pas, mais si elle existe, c'est 20%. Faut faire attention de les mettre de côté. Donc voilà, plein de choses comme ça qui font que je suis content de mon année 2022 et en même temps, j'ai retenu des leçons pour les années à venir, dont 2023, pour faire les choses différemment. C'est-à-dire essayer de faire le même CA, mais avec un bénéfice plus important. Ce que je te propose pour décortiquer un peu l'année 2022, c'est peut-être de le prendre par pilier du business, disons, c'est genre marketing, conversion, client, peut-être après finance, perso, je sais pas, d'y aller un peu par thème et de Ok. glisser tout doucement vers 2023 et comment on peut rendre cette année extraordinaire. Ok. Pour ma part, termes de CA, je n'ai même pas regardé. Je suis dans l'action, on va dire, un peu la tête dans le guidon. Je ne sais même pas exactement combien je suis. Je crois que la boîte est pas loin du total de 500 000 euros. Donc, c'est un cap qui est cool. Après, j'ai fait un post. Non, j'ai fait un post, c'était pour autre chose. Attends. Ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que on balance pas des chiffres ni pour impressionner, ni pour se Pas comparer, du ni quoi tout. que ce soit. C'est juste. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un indicateur parmi d'autres. C'est-à-dire que si tu fais 1 million de CA, mais qu'il te reste moins 20 000 de profit, c'est pas intéressant. Tu vois, si tu dois de l'argent à la fin du compte, c'est pas forcément top. Alors qu'il y a des personnes qui font 80 000 euros par an, dont 70 000 de profit, parce qu'ils sont lean et qui sont heureux. Et c'est très bien. Après, est-ce qu'ils sont heureux ou malheureux? Bah, c'est encore une autre variable. Je veux dire, c'est un tout et on ne peut pas réduire quelqu'un à son chiffre d'affaires tu vois, ou ses profits. C'est pas aussi simple que ça. Même si les gens aiment bien coller des étiquettes sur le front. Malgré tout, parmi les victoires, j'ai quand même eu ce petit, je le vois là, donc j'en profite, j'ai eu ce petit trophée de System.io. System.io étant le logiciel que j'utilise pour gérer les transactions, les tunnels de vente, tout ça, tout ça. Et je suis passé sur System.io tardivement, peut-être, je sais pas, il y a quelques mois, une année tout au plus. Et bref, j'ai fini par faire la demande pour recevoir le petit trophée parce que je trouvais qu'il était chouette. Donc celui-là, c'est le trophée des 100 000 euros. C'est pas ce que j'ai fait à l'année, c'est pas ce que j'ai fait depuis le début de la boîte, c'est ce que j'ai fait avec System.io. Et c'est par palier, c'est 100 000, 250 000, 500 000, 1 million, tout ça. J'ai pris ce trophée-là, et c'était surtout une manière pour moi de m'honorer. Et j'en ai profité justement pour faire un post. C'est le lapsus que j'avais tout à l'heure. J'ai fait une publication qui est une sorte de lettre au Meryl de 2017. Au Meryl de 2017 qui galère en porte-à-porte à se geler les fesses pour rembourser les 20 000 euros qu'il doit aux huissiers, alors que tous ses comptes bancaires sont gelés, comme ses fesses, donc, et qui doit travailler dur pour remonter la pente, et qui doute, et qui prend du poids parce que eh ben, il remplit son estomac à défaut de se remplir les poches. Et cette personne-là, bah, j'avais juste envie de lui dire, tiens, regarde, quelques années plus tard, tu as trouvé ton créneau, tu as un trophée, tu as encore des problèmes, des choses à régler, tu as encore évolué, mais il y a quand même cette récompense-là. C'est un trophée de 100 000 euros. Et 100 000 euros, c'est pas ce que tu as fait depuis le début. C'est même pas ce que tu as fait cette année. C'est ce que tu as fait avec ce logiciel spécifique en quelques mois. Donc, crois en toi et voilà. Donc, c'était plus le symbole et de me faire cet honneur de recevoir le trophée. Donc, voilà pour cette petite partie-là. Je sais pas si c'est ce que ça t'évoque, Chris. Bah c'est vrai qu'effectivement, ce trophée-là, enfin, tu parlais de 5 ans en arrière. Si on nous avait dit, ouais, un jour tu vas recevoir un trophée pour avoir généré plus de 100 000 euros de CA, on aurait été dingue. Et si on serait dit, c'est pas dans toute ta carrière, c'est juste 1 an et même pas 1 an, c'est quelques mois, on aurait signé tout de suite, on aurait dit, mais qu'est-ce qu'on a découvert de si magique? Et finalement, voilà, on a suivi le processus étape par étape, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu plusieurs années, ça fait, je crois, 4 ans maintenant que tu es dans le business en ligne tel qu'on le connaît. Ouais, ça dépend comment tu comptes, mais en gros, c'est ça, 3 années, ouais, 3, 4 ans. On va dire 4 ans avec, dans l'univers avec les tunnels de vente, disons. Ouais, ouais, ouais.
à raccourcir. Et Donc le ouais, but, bah, c'est que dans 5 ans, la- nous, quand on va écouter ce podcast, on va se dire, attends, le trophée, c'était 100 000 € par mois. exactement. Ou par Et semaine. quand on va voir, là, c'est pareil. Là, la prochaine étape, c'est de se dire un jour, on aura sans doute un trophée avec 1 million. Et là, on se dit, waouh, mais 1 million, ça représente Mais encore. ce qui est drôle, c'est que euh, là, tout de suite, ça nous impressionne, mais quand on l'aura, on se dira, oui, mais le trophée n'est pas si important. Parce ouais, que c'est ça. tu as toujours envie d'avoir le truc jusqu'à ce que tu sois en possession de l'avoir. Tu désires à fond, par exemple, avoir la fameuse Lambo, et quand tu as suffisamment de maturité, de sagesse, de système qui tourne pour avoir ce luxe de pouvoir t'offrir la Lambo, bah maintenant que tu peux te l'acheter, maintenant que tu peux te l'acheter, tu vas pas te l'acheter parce que tu te dis, bah, je sais que je peux, j'en ai pas besoin. Ce besoin est nourri, en fait. Mhm. Donc j'ai espoir que on continue de grandir et gagner en sagesse jusqu'à se dire ah oui, c'est vrai, j'ai reçu un trophée par la poste, je savais même pas ce que c'était ce colis. Et bah ouais, c'est cool, bah, je vais l'accrocher au mur à côté de ma photo de famille, quoi. Et terminé. Et on passe Exactement. au prochain. Euh, Ça a été aussi ta première année avec le CPF, si je dis pas de bêtises. T'as commencé 2022 ou c'était déjà un peu le cas en 2021, je sais plus. J'ai commencé en novembre 2021, Novembre euh, 2021. mais ça s'est mal passé, donc c'est en 2022 que ça a vraiment décollé. Je dis que Donc ça ça, s'est mal c'est... passé. Ouais, vas-y, je Je t'en sais pas prie. si tu veux qu'on parte sur cette anecdote-là, mais parler du CPF un petit peu. Ouais, ouais, tu peux y aller. Ouais, j'ai plusieurs trucs à dire là-dessus. Moi, Le- ce que je voulais te dire, en fait, c'est que, voilà, CPF, les gens peuvent avoir tendance, si tu as quelque chose, une formation ou autre qui est éligible au CPF, c'est de l'argent gratuit, c'est facile de faire beaucoup d'argent. La réalité est quand même beaucoup plus complexe que ça. Je voulais partir là-dessus comme base. Ouais. Même aujourd'hui, je maîtrise pas du tout tous les tenants et aboutissants. C'est une partie que j'ai lourdement déléguée, le CPF. Pour Mhm, rappel, vous connaissez le CPF parce que tout le monde se fait démarcher pour le compte personnel de formation. Donc, c'est un compte auquel on cotise en France lorsqu'on travaille et qui peut être utilisé à des fins de formation. Voilà, je le précise quand même pour nos amis belges, suisses et autres. Donc, le CPF est fait pour se former auprès d'organismes de formation qui ont fait les démarches pour accueillir ce solde-là, qu'on s'entende bien. Donc, moi, en tant que formateur, je me suis entouré de partenaires qui sont organismes de formation. Et voilà, on a fait un deal assez classique, c'est vous acceptez les règlements par CPF, vous gardez une commission et vous me reversez le montant. Parce que quand on veut, en gros, il y a deux manières d'accueillir les paiements CPF. C'est soit vous devenez organisme de formation et vous créez une structure où là, administrativement, c'est extrêmement lourd et ça change votre métier parce qu'on passe à beaucoup, beaucoup de paperasse. Soit vous devenez partenaire, on va dire, d'un organisme de formation existant. Et là, lui, il va gérer la paperasse pour vous. Il va garder une partie des montants et vous reverser le reste. Donc, c'est l'option que j'ai choisie pour, on va dire, sinon déléguer voilà, m'alléger de la partie administrative. Dans un premier temps, j'ai trouvé un partenaire qui, a priori, était fiable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, j'y suis allé un peu all-in en matière de CPF et j'aurais peut-être pas dû. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai dit à tout le monde, c'est bon, on peut aller à fond, enfin, on accepte les paiements en CPF. Tu veux régler par CB? Ah, mais t'embête pas, tu vas pouvoir régler par CPF. Et du coup, on a fait un ou deux gros mois par rapport à mon CA habituel. Et l'argent avec le CPF, le temps que la paperasse se fasse, nous, on le reçoit en tant que formateur, je crois, genre 3 mois, 90 jours après, tu vois, en gros. Et au moment de recevoir les fonds, donc de collecter les fruits de 2, 3 mois où j'y allais à fond sur le CPF, où j'avais communiqué à fond, eh bien là, on me dit, ah, il y a un petit souci avec l'organisme de formation, il y a la caisse des dépôts qui nous est tombée dessus, les comptes sont gelés, et bref, long story short, j'ai jamais vu l'argent. Donc, pour bien démarrer l'année 2022, on te dit, tu sais, il y a 50 000 balles qu'on te doit, mais on va pas te les donner. Parce que c'est gelé. Donc, tu commences l'année à moins 50 000, déjà, ça te fait plaisir. Sachant que c'est pas juste de l'argent que tu n'as pas. C'est que moi, j'ai mis du budget pub, j'ai investi des équipes, des structures et tout. J'ai payé pour avoir des clients. Et je me dis, bah, c'est pas grave, j'aurai un retour sur investissement. Mais non, c'est que non seulement tu n'as pas le retour sur investissement, mais en plus, la pub que tu as payée, bah, elle est foutue. Donc, premier mauvais démarrage. Et pour rebondir à ça, ce qui était encore plus dramatique, c'est que en gros, voilà, il y a des personnes qui ont dit, OK, moi je paye avec mon CPF, Meryl n'a pas du coup touché ça. Donc je me suis dit, bah, du coup, eux vont se faire rembourser de leur compte CPF. Au pire, tu leur dis, bah, paye par CB. Ils m'ont dit, ah non, non, eux sont bien fait débiter
leur compte. Donc, c'est-à-dire eux n'ont pas été remboursés. C'est juste qu'au lieu de me le reverser à moi, c'est cas État, quoi. L'État le garde et non, C'est cadeau pour vas-y, la Caisse des dépôts. c'est cadeau. Donc, Après, c'est un peu plus compliqué en vérité, mais c'est voilà, oui, je évidemment, ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis je l'organisme de simplifie. formation n'est pas 100% fautif. Moi, j'ai mes torts aussi, j'aurais pu mieux sélectionner. Je savais qu'il y avait une part de risque et je l'ai fait quand même. J'étais all-in sur le CPF alors que j'aurais peut-être pas dû. Tu vois, il y a des choses à apprendre quand même. Et en fait, très sincèrement, je suis OK avec ça. Donc l'organisme partenaire fait partie des organismes de formation. En gros, eux, ils géraient à peu près 200 formateurs. Sur les 200, il y en a 3-4 qui ont fait de la merde. Ils ont attiré l'attention. Et du coup, c'est tout l'organisme de formation qui a pris pour eux. En gros, c'est ça. C'est les mauvais de la classe qui ont fait sauter la classe. Donc voilà, bah, c'est le jeu. L'organisme de formation n'était pas content non plus parce qu'eux aussi, ils avaient des sous en jeu. Et du coup, une chose en amenant une autre, vu que nous, on bossait bien et qu'on était très rigoureux, je dis nous, c'est mon équipe et moi, ils nous ont renvoyé vers un autre partenaire de confiance. Je me suis dit, bah, vas-y, on va essayer avec un autre partenaire. Et finalement, c'est depuis février que je suis avec ce partenaire-là. Tout se passe très, très bien. On a pu continuer d'accueillir des clients via le CPF. Tout s'est bien déroulé. Ils ont pu nous payer. Et du coup, tout ça pour dire que, en plus des leçons que je viens de vous partager, de ce que j'aurais dû faire ou pas faire, le CPF, ça a été pour moi cette année le truc inattendu qui a été 80-20. C'est le Ok. truc que tu peux pas mettre sur un business model ou sur un business plan parce que tu t'attends pas à ce que ça existe. J'avais pas conscience de ça un an plus tôt, encore moins du fait que j'allais le faire. Et pourtant, c'est les 20% d'efforts, à peine, qui m'ont vraiment rapporté 80% de résultats en plus au cours de l'année. C'était vraiment la cerise sur le gâteau qui m'a dit, tiens, vas-y, c'est une super solution. Donc, il y a aussi des avantages et des inconvénients. C'est lourd administrativement. J'ai dû prendre quelqu'un pour gérer ça, mais finalement, je suis bien sorti à ce niveau-là. Les clients sont contents. Est-ce qu'ils Puis sont tu as eu aussi engagés que le, des personnes qui ont payé par CV? Je ne sais pas. Tu vois, il y a tout un truc à voir. Puis tu as eu le courage de persévérer là où, voilà, première expérience, au bout de 3 mois, il y a 50 000 poubelles. Moi, personnellement, s'il y a un deuxième gars qui dit, mais moi, t'inquiète, je dirais, ouais, mais t'inquiète, non, on va peut-être revenir en Ouais, mode ouais, PCB. Donc, il y tu a as, ça quand aussi, ouais. même osé se dire, OK, malgré le premier gros échec, entre guillemets, avec ça, bah, j'ai confiance en Hmm. processus et on va faire les choses mieux. Et tant mieux, du coup, que c'est fini par être intéressant pour toi. Actuellement, ça se passe bien. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas s'il va falloir redresser des choses. De mon côté, j'évolue aussi dans le business model. Donc, si jamais il faut modifier trop de choses, je serais prêt à dire on arrête le partenariat ou on fait évoluer. Mais juste, c'était là. C'était un fruit à collecter. Je l'ai collecté. J'ai eu un peu de malchance. J'ai eu un peu de chance. Il y a eu du travail. Donc, grosso modo, c'était une bonne expérience pour moi. Mais je sais que c'est un sujet compliqué, le CPF. Et qu'en plus, dans l'esprit des gens, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est mal connoté, quoi. Ceux qui perçoivent du CPF, c'est qu'ils savent pas vendre une vraie formation de qualité. Ceux qui vendent via le CPF, c'est aussi des forceurs, des démarcheurs, des tout ça. Que j'ai un peu cette image un peu négative. C'est ça, de base, c'est vrai que le CPF était assez neutre, assez discret, et Hmm. toutes ces plateformes téléphoniques qui vont, Puis il y a eu plein d'abus, tu vois. qui vont téléphoner à des retraités pour savoir s'ils ont des points CPF. Enfin, tout Hmm. ça fait que ouais, c'est comme à chaque aide qu'il y a, il y a toujours une minorité qui va essayer de presser le fruit. Et Hmm. donc, ça amène des choses négatives, mais je pense aussi, voilà, si on pense positif, que ça a dû permettre à des gens vraiment intéressés par changer de vie, mais qui étaient vraiment ric-rac en termes de finances, de pouvoir se donner une chance. Alors, comme tu dis, est-ce que quand on paye de sa poche ou on nous paye, est-ce qu'on a la même motivation? Pour certains, oui, pour certains, non. Bah, ceux pour qui Ouais, c'est c'est un non, autre sujet bah, encore, ouais. dommage, mais voilà. Et un dernier truc, si t'es OK par rapport au CPF, c'est que du coup, Ouais. Euh, j'ai pris quelqu'un dans l'équipe dont l'essentiel de son taf, c'est de gérer le CPF, c'est-à-dire que les clients doivent remplir des documents, ensuite, 3 semaines plus tard, ils doivent répondre à un questionnaire, et quelques jours plus tard, ils doivent faire ci. Il y a plein, plein, plein de conditions sine qua non pour que nous, en tant qu'organisme de formation, on soit payés, en fait. Et là où beaucoup de personnes ne sont pas assez rigoureuses et passent à côté d'opportunités comme ça, moi, j'ai pris quelqu'un de super rigoureux, bien plus que moi, qui fait ce travail de follow-up, de suivi, tout ça. Et du coup, ce que j'ai appris, c'est mettre une personne plus rigoureuse que moi à un poste qui lui convient, c'est une très bonne idée. Donc, ça m'a appris un peu ce management-là. Mais j'ai également choisi de le commissionner au pourcentage, de lui donner un pourcentage sur les ventes CPF. Il n'est pas juste payé à l'heure, tu vois. C'est que lui, il est intéressé financièrement à faire en sorte que les clients aillent au bout de la démarche. Donc, je sais qu'il lâchera pas le morceau.
Donc ça, c'est aussi, ça peut paraître logique, mais j'ai trouvé que c'était assez smart et je vous invite à raisonner comme ça aussi, si ça vous parle. Et dernière chose, c'est que un bénéfice que je n'avais pas soupçonné, c'est que la procédure est tellement lourde et elle devient tellement de plus en plus lourde que le membre de mon équipe doit multiplier les appels avec les nouveaux clients pour qu'ils puissent finaliser leur inscription via le CPF. Ce qui fait que par voie de conséquence, il les appelle une fois, deux fois, trois fois, et il me dit, bah, au bout de trois fois, je les connais par cœur, c'est mes amis, tu vois. Et ça crée un Mhm. lien. Et du coup, ils sont investis. Et finalement, ça les investit un peu dans l'information. Et ça, niveau expérience client, étonnamment, même si le processus est lourd, mon équipier a tellement allégé ça pour le client que c'est juste devenu un appel de suivi et puis ils sympathisent et du coup les clients ont quand même une bonne expérience. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé, mais c'est un des effets bénéfiques. Mais comme quoi, un truc peut être neutre ou peut être en apparence un peu épidermique, un peu repoussant, mais si on le traite de manière ingénieuse, ça peut devenir une force ou un avantage. Entre le début de l'année et la fin de l'année, la procédure, c'est du coup compliqué pour obtenir le CPF, si je Ouais, de comprends. ouf, de ouf. Parce que c'est Ouais, vrai que moi, le CPF, du coup, j'en bénéficie pas, donc je connais juste deux noms, mais c'est vrai que je suis pas de l'autre côté à devoir gérer ça. Mais j'avais pas pris conscience, effectivement, que ça c'était compliqué, mais ce qui ne m'étonne qu'à moitié, finalement. Et encore, je ne pourrais même pas te donner de détails parce que je t'ai dit, j'ai délégué à un membre de mon équipe, d'une part, et à l'organisme de formation, d'autre part. Donc, c'est vraiment juste de coordonner les deux et de faire ce que je sais faire et de déléguer les choses aux autres. Quitte à, ouais, je donne un bon pourcentage du montant perçu à diverses personnes, mais je suis OK de payer ce montant-là, de payer des gens chers pour me libérer du temps et de la quiétude d'esprit. C'est aussi une des leçons que j'ai eues du coup cette année, c'est que c'est OK de payer très bien les gens s'ils le méritent et si ça te permet de gagner du temps et d'exercer davantage dans ta zone de génie. Parce que si tu es dans ta zone de génie, tu vas continuer à avoir plus de flux de toute façon, donc c'est OK. Yes. Je pense à ça, c'est vrai que 2022, c'est vrai que ça a été une bonne année pour toi, ça a été mon année record en termes de CA, et pourtant je me rends compte avec le recul que 2022, je pense que pour la majorité, a dû être une année compliquée. Si je prends rien que moi, par exemple, au niveau des banques en ligne, au niveau de mon business, elles sont reliées aux banques en ligne, nous offrent des banques en ligne, et ben on a vu que 2022, ça a commencé pareil à se durcir. Tu parlais justement du CPF qui a durci ses procédures. Les banques, avant de commencer à donner moins, elles ont commencé par donner la même chose, mais de manière plus compliquée. C'est-à-dire qu'avant, je prends une banque, ils donnaient X euros et Y euros pour le parrain et pour le filleul. Et voilà, une carte gratuite suffisait. Et après, ils ont commencé à dire, bah, cette carte-là, il faut quand même l'utiliser une fois pour pas avoir de frais. Donc, mine de rien, ça rajoute un petit truc par-ci par-là. Et finalement, ça c'est compliqué. Alors, ce qui était étonnant, puisque dès le début du Covid, j'ai eu très peur en 2020. Je me suis dit, ah bah, ça y est, là, il y a Covid, tout va s'arrêter, etc. Et étonnamment, bah non, ça Ça continuait les continue. vannes ont continué à s'ouvrir. 2021, encore mieux. Et donc, bah là, 2022, on n'entend plus trop parler du Covid, du vaccin et tout. Je me suis dit, bah oui, ça va repartir. Et finalement, c'est le après-coup où on se rend compte que, ah oui, là, ça commence pour les banques. Alors, quand je dis pour les banques, moi, je parle uniquement en termes d'affiliation bancaire parce que c'est ma spécialité. Mais en fait, pour tous les domaines, je veux dire, même là, actuellement, quelqu'un en décembre 2022, au moment où on tourne ça, qui veut faire un crédit immobilier, c'est une tannée. Et je crois que là, la plupart des banques, au mois de décembre, ont décidé de geler comment dire, les demandes de crédit en attendant janvier de savoir quel taux d'usure va apparaître. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être moins bon? Donc là, je me dis, quelqu'un qui est agent immobilier en décembre 2022, le temps doit être long et j'espère que ça va augmenter. Donc finalement, bah, c'est normal que si d'un côté, elles sont en mode déjà nos clients, on a du mal à les servir, on va pas donner des 1000 et des 100 pour des nouveaux clients. Déjà, on s'attaque à nos clients existants. Mais il y a plein de domaines finalement comme ça où ça s'est durci. On prend par exemple les crypto-monnaies. Bon, Meryl et moi, on n'est pas vraiment exposés sur ce sujet-là, on est plus entrepreneurs qu'investisseurs. Mais 2022, ça a été une année très compliquée, je pense, pour ceux qui font de la crypto-monnaie. Alors, peut-être que certains ont fait des bénéfices, mais je pense que la majorité, c'est plutôt une année à oublier qu'une année record. Ça Donc, dépend si finalement, tu as bah, misé sur le Luna à un centime. oui, c'est vrai que voilà, il y a eu quelques exceptions dans l'année. Mais de ça pour dire que finalement, bah, on se dit, notre parcours en 2022, c'était une année qui était sur le papier difficile et je trouve que
Dans la tempête, on a géré avec nos moyens, mais on aurait pu faire beaucoup pire. Enfin, ouais, on aurait pu faire Bien davantage pire. pire, Ouais. bien pire. Je suis d'accord. La tempête, pour moi, elle n'était pas tant dans les circonstances, elle était plutôt dans ma tête. En fait, Mhm. c'est pas tant que les vagues remuaient, c'est que l'équipage était complètement bourré. Ouais, C'est plutôt ça. Limite en train de gerber partout, tu vois, sur le plancher du bateau. non, mais Un c'est peu ça. vrai. C'est Je sais pas intéressant si parce t'as que, remarqué. parce que si Non, quand je dis j'étais l'équipage, en je parle pas train, de mon en équipe, hein, je fait, parle des personnes qui sont là-haut, je voulais dans ma tête. rebondir, mais j'ai imaginé beaucoup trop fort cette scène. Non, moi, c'était vraiment une tempête intérieure, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'était en fait la remise en question. C'est que je me dis, voilà, j'ai terminé mon cycle de 3 ans avec mon produit, c'est-à-dire comment créer des tunnels de vente spécifiquement quand on fait du marketing de réseau. Donc, je me suis bien fait connaître dans ce marché-là. J'ai des clients géniaux et ça a bien fonctionné, mais j'avais envie de passer vraiment un cran plus loin, d'aller plus en profondeur. En gros, voilà, de simplement shifter, changer, pivoter. Voilà, pardon, c'est le mot que je cherchais. Du coup, il y a eu ce gros travail pendant un an de, OK, sur quoi je pivote, comment je le fais, quelles compétences je dois développer. Donc, du coup, je me forme, mais le temps que je me forme, ben, il ne se passe rien dans la matière. Donc, c'est une tempête dans ma tête en termes de connaissances, de réflexion, d'essais, erreurs. Dans les actions, ça s'est un peu moins traduit. Mais voilà, c'était une tempête assez tumultueuse et maintenant, ça y est, on commence à voir le jour, à en sortir. Comment j'en suis sorti? Déjà en essayant des choses pour voir sur le terrain qu'est-ce qui marche pas. J'en suis sorti également plus récemment en me disant, OK, je me fais accompagner. C'est-à-dire que des fois, le raccourci le plus économique et le plus écologique pour atteindre une destination, c'est de demander son chemin à un guide. Donc moi, toute l'année, j'ai décidé de ne pas prendre d'accompagnement ou de coaching parce que je me suis dit, j'en ai déjà pris par le passé, j'ai assez d'informations pour avancer, je me fais confiance. Mais ce n'était pas une question de ce que je savais ou de ce que je ne savais pas. J'avais en fait besoin d'un interlocuteur qui me soutient, qui me challenge, qui me fait me poser les bonnes questions. Limite, j'avais besoin de quelqu'un qui soit, je caricature, mais j'avais même pas besoin de quelqu'un d'extrêmement compétent. J'avais juste besoin de quelqu'un qui soit là pour me poser les bonnes questions. Résultat, quitte à prendre quelqu'un, j'ai pris quelqu'un de très compétent et j'ai commencé à me faire coacher. Donc, c'est assez récent, c'est sur la fin de l'année. Et ça m'a donné vraiment un accélérateur. Je pourrais faire plus un retour dans quelques mois si le cœur vous en dit. Mais sans surprise, quand on se fait accompagner par les bonnes personnes, bien sûr, vous gagnez du temps. Forcément, j'ai investi. Ça a coûté de l'argent, mais ça a coûté de l'argent en apparence. Parce que il y a un coût d'opportunité, en fait. Si jamais j'étais resté 6 mois encore sur la trajectoire sur laquelle j'étais, en 6 mois, j'aurais gagné moins d'argent que ce que j'ai investi sur mon coach et qui va m'aider à rentabiliser du coup dans les mois qui suivent. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et, c'est OK de dépenser fort maintenant si ça peut me faire gagner 2 ans sur ma carrière. Voilà. Donc c'est aussi un raisonnement comme ça à avoir. C'est vrai que c'est pas, c'est une des questions que peuvent se poser les gens, surtout quand on débute. À quel moment j'ai besoin d'un coach? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est le bon moment? Mais ça J'ai dépend envie de peut-être dire, moins. c'est jamais le bon moment. C'est-à-dire de devoir lâcher de l'argent pour se faire accompagner, être toujours dans un coin de sa tête, on se dit non, mais je peux peut-être réussir à le faire tout seul ou pendant un moment, je vais le faire tout seul. Puis et une fois qu'on est dedans, on se dit mais j'aurais dû le faire bien avant. Si tu démarres ton activité, commence par acheter des livres. C'est entre 7 et 20 balles. Et tu vas avoir un retour sur investissement de dingue. Les livres, c'est vraiment sous-coté, je trouve. Je ne sais pas Mhm. pourquoi ça vaut qu'une quinzaine d'euros, tellement ça. Je sais pas. Les produits d'information, c'est par rapport à la valeur que tu vends. Les livres, c'est par rapport au nombre de pages et à l'épaisseur du papier. Alors que dedans, il y a une mine d'or. Je ne comprends pas. Mais ça me va très bien. Bref, au début, et même tout le temps, lis des livres, ok. Et ensuite, en fonction de tes besoins, ouais, c'est là que tu t'interroges sur est-ce que je rejoins un mastermind, est-ce que je prends un coach, est-ce que je rejoins une formation en ligne. Je crois qu'il y a juste une évolution logique. Au début, tu prends des livres et tu fais ce que tu sais faire avec ça. Puis tu rejoins une formation en ligne entre 200 et 2000 euros. Voilà, c'est plus onéreux, ça dépend des programmes, ça dépend combien de temps. Peut-être un programme où il y a du coaching de groupe quand même pour avoir un interlocuteur et des gens qui te stimulent et créer des contacts. Peut-être aussi basculer sur du coaching privé plus loin, plus tard, pour avoir vraiment un coaching privé. Je trouve ça bien quand tu as déjà une base établie et que le moindre conseil bien appliqué peut te faire x2, tu vois. Mhm.
Quand tu as un business qui fait 100 euros par mois, je peux donner le meilleur conseil du monde qui te fait faire x3 sur ton CA, tu vas passer à 300 euros. Ça va pas être incroyable. Mais si ton business génère 15 000 euros de chiffre d'affaires et que tu fais x3, tu passes de 15 000 à 45 000. Et là, ça fait un levier de ouf. Et tu peux imaginer ça avec des plus grosses sommes. Donc, ça vaut le coup de prendre du coaching privé, je crois, quand tu es en mesure de prendre un conseil et de l'appliquer rapidement, parce que tu as une équipe ou non, et de pouvoir avoir un gros levier sur ton retour sur investissement. C'est un très bon point que tu dis là. Je suis d'accord avec ça. Mais quel que soit ton niveau, tu te formes. La question, c'est pas est-ce que je dois me former, c'est est-ce que je dois prendre un. Enfin, quel format et quel sujet. Après, il y a la question de se former, mais tu peux aussi investir différemment dans ta boîte. Quand tu investis dans du matériel, c'est ingénieux. Quand tu passes d'un ordinateur tout pourri à un MacBook, bah, tu sens que ça avance. Tu as plus de plaisir à travailler, c'est plus rapide, c'est plus ergonomique, donc tu es plus efficace. Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, il y a du matériel. Très vite aussi, ça peut être intéressant d'investir dans des équipes. La première fois que j'ai pris quelqu'un, donc c'était le premier poste que j'ai donné, c'était une assistante virtuelle. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Ça vous soulage, vous travaillez 2 fois moins, 2 fois plus de confort, donc vous pouvez faire d'autres actions. Et investir dans son équipe, c'est une autre forme d'investissement aussi. Voilà, comme tu dis, tout dépend du business model de chacun. Il n'y a pas de point précis, on devrait tous commencer par investir sur ça, puis ça, Ouais, puis non, ça. Il n'y bien a sûr. pas une suite logique, ça dépend vraiment de chacun. Puis aussi nos propres forces et nos propres faiblesses. Suivant dans quoi vous êtes bon, il y a des choses que vous allez prendre plaisir à déléguer parce que vous n'aimez absolument pas ou vous êtes lent sur cette tâche. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Pour conclure cet épisode, Meryl, on pourrait faire le point sur... Ouais, 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 je sais pas où est-ce que tu allais, mais je me dis, mince, on n'a pas du tout couvert le quart de ce qu'on pensait couvrir. Est-ce que tu veux parler des résolutions pour 2023 et de ce qu'on peut mettre en place? exactement, ouais. Génial, J'allais génial. partir là-dessus. Bah, Euh, déjà, à travers ce qu'on vient de partager, j'espère que ça peut donner des pistes, tu vois, se former, recruter, manager, euh, pas Bien s'attacher gérer trop au sa business trésor plan. quand on fait du CA. Ouais, est-ce que tu veux qu'on fasse un point sur Profit First à ce sujet? Ouais, je pense que ça peut être intéressant parce que justement, dans énormément de formations, on dit fais du CA, fais du CA, fais du CA, fais du CA, fais du CA. Mais il n'y a personne qui te dit, OK, maintenant que le CA est fait, voilà comment bien gérer son CA. Et je trouve que peu importe le format, c'est ce qui manque un petit peu. Et encore une fois, il y a des livres qui peuvent aider à ça, dont un va nous partager Meryl qui l'a pu lire en anglais et en français, de ce que j'ai compris. Et voilà, enfin, toujours est-il que un des conseils que je peux donner, donc là, pour les gens avisés, enfin, un peu plus avancés, c'est, OK, première étape, c'est important de générer du CA parce que, comme on dit, Chiffre d'affaires. souvent, voilà, c'est peu importe le problème que tu as, si tu fais plus de CA, ça devrait régler. D'accord. Mais il y a des fois où, une fois que le CA, il est là, c'est aussi important de savoir le gérer et de se dire, OK, on va plus se concentrer à faire du CA en tant que tel, mais à faire de véritables profits. La petite histoire, c'est que je suis parti en vacances cet été et je suis parti en mode dopamine détox. Je crois qu'on en avait parlé dans un épisode du podcast. Je vous invite à l'écouter parce que je crois que c'est assez intéressant ce retour. Donc, dopamine détox, c'est-à-dire je coupe le téléphone, je coupe tout ça et ça fait un bien fou. J'ai hâte de recommencer. Mais à la place, du coup, j'ai pris quelques bouquins. J'ai pris ma petite Kindle et c'est drôle parce qu'en 2 semaines, simplement en n'utilisant plus mon téléphone, j'ai lu 13 ou 14 livres en entier et en anglais, C'est ce qui ouf. veut dire que je lisais un peu moins vite que si c'était du français, essentiellement en anglais du moins. Donc 13 14 livres, bon, je fais un peu une indigestion de connaissances, mais j'avais aussi des notes à rallonge parce que c'est ça, c'est que le cerveau il a besoin de dopamine. Si je le prive de sa source principale de dopamine, à savoir le téléphone, les jeux vidéo et tout ça, eh bien, il va s'attaquer à ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire les piscines, parce que j'étais en vacances, et les livres, parce que moi, ça me Et les stimule glaces. énormément. Et les glaces. Et les glaces. Donc, du coup, j'ai beaucoup lu et voilà, ceux qui se demandent comment est-ce que je peux lire davantage, comment est-ce que je peux faire davantage, comment je peux être plus productif, la question, c'est pas ce que vous pouvez ajouter ou faire. La question, c'est ce que vous pouvez arrêter de faire. Je crois que la productivité, ça tient bien plus à ce qu'on est capable d'arrêter que ce qu'on est capable de commencer. Donc, posez le téléphone, ouvrez des bouquins. Ça fait un peu moralisateur dit comme ça, mais franchement, moi, ça a été salvateur. Ce conseil-là, je le dis à moi et je devrais davantage l'appliquer. Bref, parmi les bouquins que j'ai lus, Profit First,
Euh, je me souviens, j'étais sur la plage en train de prendre le soleil d'Espagne avec la mer à perte de vue, ma femme qui va se baigner, tout ça. Et moi, j'étais là avec ma Kindle. Et elle me demandait de temps en temps, ah, qu'est-ce que tu lis? Et je n'osais pas lui répondre. Parce que comment je pouvais lui expliquer qu'on était sur la plage et que je prenais un plaisir monstre à lire un bouquin de comptabilité et de finances personnelles? Elle m'aurait insulté, elle m'aurait dit, mais non, on n'avait dit pas de travail. Mais c'était pas du travail, c'était de la détente, tellement le bouquin était bien. J'ai découvert plus tard qu'il existait en français, donc c'est celui-ci. Le profit d'abord. Je ne sais pas ce que la traduction vaut, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, une traduction approximative vaut mieux qu'un anglais que vous ne maîtrisez pas, surtout pour un bouquin un peu technique. Mais il est Mhm. technique sans être technique. Je ne vais pas vous faire le résumé, ce n'est pas le propos ici, vous pourrez le trouver facilement. Je compte le relire en français, c'est pour ça que je le recommandais, parce que je vais le relire en français pour, voilà, 6 mois plus tard pour me refaire une deuxième couche. Mais franchement, c'est dingue. Donc, c'est le bouquin qui vous incite à vous concentrer davantage sur le profit que sur le CA. Avant de le lire, je me suis dit, non, mais c'est bon, je sais qu'il faut que je fasse plus de profit, c'est logique. Non, non, lisez-le vraiment, ça va changer votre manière de penser ça. Parmi les conseils concrets que je peux vous donner, que j'ai appliqués, euh, ça peut être des trucs assez bêtes, mais qui changent le quotidien, du style avoir plusieurs enveloppes. Avant, j'avais un compte pro, j'en étais très content, et aujourd'hui, je l'ai divisé en 5 comptes pro, en 5 enveloppes en quelque sorte, même un peu plus pour être précis. Et en gros, la différence qu'il y avait, c'est que avant, je recevais l'argent sur mon compte pro et je me disais tous les jours, il faut que je prenne les virements que je reçois et que je le divise. Là, c'est pour l'épargne, là, c'est pour machin. Tu vois, je faisais ma répartition et tous les jours, c'était un peu pesant. Comme ça, je devais tout tenir avec des Google Sheets. Et finalement, là, ce que ça dit, c'est tu reçois tout ton argent, tous tes revenus dans une enveloppe income ou je sais plus comment on s'appelle en français, income. Tu reçois tout là-dedans. Et 2 fois par mois, les premiers et le 15 du mois, tu vas dans cette enveloppe-là et tu répartis selon les pourcentages que tu t'es fixés. Et rien que ça a changé un truc. C'est qu'avant, j'étais tous les jours en train de me dire, bon, comment je répartis? Tous les jours, il faut que j'aille sur mon compte, que je reverse tout ça. Et c'était chronophage et tu t'y tiens pas forcément parce que c'est dur à faire. Tandis que là, c'est simple. C'est non seulement je touche à mon compte que 2 fois par mois, et en plus, voilà, j'ai le plaisir de voir l'argent s'accumuler dans un compte qu'après, je peux répartir. Première révélation. Et deuxième révélation, c'est après toutes les techniques de tu mets, tu as des comptes en dehors de ton compte principal, là où tu ne le vois pas, où tu vas mettre de l'argent pour tes charges, pour tes impôts, pour ton profit, tout ça. Ça, c'est très spécifique les conseils qu'ils donnent. Et au début, je me dis, oui, bah, je vais mettre de l'argent sur un autre compte, comme si je ne savais pas que j'avais un autre compte qui dormait, quoi. Bah, je peux vous dire qu'il m'est arrivé là, il y a quelques semaines, justement, quand je voulais investir dans mon coach, je me dis, où est ma situation, j'en suis où dans ma situation financière, quelles sont les dépenses avec lesquelles je m'attends, tout ça. Euh, et je me dis, et j'étais en train de raisonner avec l'argent que j'avais à disposition, mais j'avais complètement oublié que j'avais d'autres comptes que j'avais ouverts grâce à Profit First. Et c'était, vu que je ne le voyais pas tous les jours, c'était sorti de mon esprit. Du coup, ce conseil-là de d'épargner et de mettre de l'argent de vos profits sur un compte que vous ne voyez pas au quotidien, ça paraît stupide au début, mais vous ne pouvez pas aller à contre-courant de votre cerveau. Il va l'oublier et c'est tant mieux. Et dans le dernier conseil dans cette lignée-là, c'est l'auteur explique que souvent les gens tiennent leur tableau de bord financier professionnel avec des Excel ou des Google Sheets, ce que je faisais d'ailleurs, mais c'est pas intuitif. Il faut se connecter sur l'ordinateur, il faut regarder tout ça. Ça fait plein d'étapes et on s'y tient pendant un mois ou deux, mais ça demande de la rigueur. Alors que ce qu'on fait naturellement, c'est d'ouvrir son application bancaire, checker vite fait combien on a et on repose, tu vois. Et l'auteur, il s'est dit, plutôt que d'aller à contre-courant de ça, on va surfer sur cette tendance naturelle, on va aller dans le sens de ce qui est naturel. Donc, on va faire en sorte que le montant que tu as sur ton compte en banque quand tu ouvres l'application, c'est le montant important c'est le montant important et réel. Et pas besoin d'avoir des Google Sheets. Bref, le bouquin vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Juste, tous les entrepreneurs sérieux que je connais l'ont lu et la plupart l'appliquent. J'espère vous avoir mis en appétit concernant ce livre-là, mais je vous le recommande pour tout ce qui est gestion de vos finances d'entreprise. Et dernier détail, un dernier truc qui m'a mind, je sais pas quoi, c'est Mindfuck. ouais, il disait en gros en dessous de 250 000 euros de CA, c'est en dollars, mais peu importe, de CA annuel, vous devriez être tout seul entre 250. Après, vous devez recruter quelqu'un tous les 250 000. Donc, quand tu Ok. fais 1 million par an, tu as 4 employés normalement. Déjà, je me dis, oh, intéressant, pour pas avoir une trop grosse équipe. Après, on prend pas, on adapte, etc. Mais c'était assez intéressant. Et surtout, il a dit,
jusqu'à 250 000 par an, vous devriez vous verser, je crois, que c'est 50% de salaire en rémunération personnelle du dirigeant. C'est-à-dire que si ta boîte fait 20 000 balles par mois, tu es censé te payer 10 000 euros pour toi. Et ça, c'était absolument inconcevable. La plupart des entrepreneurs que je connais ont du mal à se payer, ont du mal à se verser un salaire. Toi et moi, d'ailleurs, c'était notre première année à se verser un vrai salaire, aussi généreux soit-il. Ouais. Et du coup, là, ce truc de, attends, tu te verses un salaire avant tout, comme ça, tu t'honores, tu as encore plus envie de le faire. Enfin, il t'explique un peu la boucle derrière, c'était fascinant. Et ça, plus mettre 5% de côté pour les profits, dont il parle vraiment dans un segment en particulier. Son argument, c'est si tu es capable de faire tout ton chiffre d'affaires avec 100% de ce qui rentre, tu es aussi capable de faire le même avec 95% de ce qui rentre. Donc les 5%, ça dégage en profit. Si tu peux faire 100 000 euros, si tu peux faire 100 000 euros, tu peux en faire 105 000, quoi. C'est un peu l'idée. Et moi, ce qui me plaît avec cette méthode-là, c'est qu'une fois que tu as fait tes switches, etc., après, tu n'as plus les yeux dessus et tu passes à autre chose. Et des fois, tu me dis, putain, j'avais oublié, mais ouais, dans cette enveloppe-là, ouais, il y a ça, et limite, ça m'est sorti de la tête. Et tu as Ouais. l'impression que c'est un cadeau qui revient, et c'est Oui, juste que c'est non, c'est tellement ça. bien. C'était quand le comptable, il m'a dit pour la fin de l'année, là, parti comme c'est parti, il va falloir payer tant pour les impôts sur les sociétés. Et je me suis dit, oh, mais j'ai pas ça, moi. Et je commence à paniquer. Et genre 10 secondes plus tard, je me dis, ah, mais si, ah, mais si, j'ai un compte exprès. Ça fait 6 mois que je le prépare, en fait. Mais je l'avais oublié. Je me dis, oh, où est-ce que j'ai trouvé ça? Mais c'est déjà là. Et ça, en vrai, ça paraît rien. Il y en a pour qui c'est évident. Moi, c'est la première fois de ma vie. Enfin, je vous rappelle, il y a 5 ans, j'étais endetté de 20 000 euros auprès des huissiers. Donc, le fait de me dire, vous devez une somme et de me dire, mais putain, mais je l'ai, j'ai parfaitement anticipé, c'est un confort incroyable. C'est clair. Et c'est sain, du coup. J'ai encore des progrès à faire, il y a encore plein de trucs à faire. C'est pour ça que je vais le relire, ce bouquin. Mais franchement, c'est des super bases, quoi. Une grosse progression sur ce sujet-là. Ah ouais, ouais, de ouf. Voilà, je suis heureux de vous l'avoir partagé aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que toi, tu as eu des grosses victoires, des changements que tu voudrais aborder? Ah, Euh, Moi, 2023, ça va être une grosse année de transition. Comme j'ai expliqué, bah, pareil, les banques en ligne, hein, ça a été mon tout premier infoproduit est parti de ça en juin 2019, où on m'en tourne ça en décembre 2022. Donc, pareil, la fin d'un cycle, 3 ans et demi. Euh, et finalement, moi, il y a j'ai un peu deux amours et je sais pas lequel choisir. Est-ce que je prends les deux? Est-ce que j'en garde un? Le premier, c'est que évidemment, par rapport à tout ce que j'ai dû mettre en place pour mon infoproduit, ça m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Je me suis aussi formé pas mal sur le sujet. Et il y a aussi pas mal de choses que je trouve qui manquent sur le marché francophone quand on veut se lancer. Surtout au niveau des outils, il y a plein d'outils qui existent, mais on a tendance à se dire, bah voilà, c'est tel outil, il te le faut, mais jamais vraiment t'expliquer en détail comment ça fonctionne. Donc vraiment, plus qu'une formation en ligne, mais vraiment créer une boîte à outils où voilà, un par un, on regarde tous les outils importants et on le décortique à mort et on fait en sorte que les gens le maîtrisent parfaitement parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de CA où enfin, les gens avec le même business pourraient faire un meilleur CA, si, ne serait-ce que dans leur mailing list, ils avaient beaucoup mieux paramétré, qu'ils avaient listé, qu'ils avaient catégorisé leurs prospects, etc., ou qu'ils les avaient relancés plus tôt. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui existent et finalement, voilà, quand vous faites de la publicité, si un prospect, je sais pas, il vous coûte 3, 4, 5, il pourrait rapporter bien plus s'il était mieux géré. C'est pas juste, voilà, on lui propose un truc et s'il veut pas, ben, on le laisse un peu mourir. On a une liste mail avec beaucoup de gens qui servent pas à grand chose. Et je pense que tout ça, c'est un peu de l'argent qui dort et une meilleure maîtrise de ces outils-là pourrait maximiser le CA. Mais généralement, les entrepreneurs ne prennent, enfin, tous ceux qui expliquent tous ceux qui gèrent à former sur le business en ligne ne parlent pas de ça. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il manque ça et j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice par rapport à ce sujet-là. Et deuxièmement, bah, j'ai toujours aimé le copywriting, justement, écrire, rédiger, etc. Et je me verrais bien faire de la prestation de service. Ça m'arrivait quelquefois, Meryl, de te donner un coup de main pour ton propre business, non, pour des totalement. campagnes. Et je me verrais bien bah, justement aider d'autres entrepreneurs. Pareil, si dans leur business c'est un point faible ou c'est quelque chose qui ne sont pas forcément envie de faire, de pouvoir les aider. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là, où une partie formation en ligne, une partie prestation service
où c'est pas forcément la même catégorie de personnes à aider. Donc voilà, je sais pas si je vais faire les deux, si je vais faire un des deux, mais en tout cas, c'est vraiment deux problèmes que j'aimerais résoudre en 2023. Génial, super. En plus, j'apprends des infos en avant-première comme ça. Et je dis en avant-première parce que je le sais avant vous. Souvenez-vous, on enregistre ce podcast avant que vous l'écoutiez. Donc, ah ah! Exactement. Et toi, Meryl, est-ce que tu as prévu des changements dans ton business courant 2023 ou... Ouais, ouais, je l'évoquais tout à l'heure que je pivotais, enfin je pivote, oui. C'est que je veux aller davantage dans ma zone d'excellence, dans ce qui me passionne, etc. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai une appétence particulière pour le sujet du storytelling, en particulier pour le storytelling appliqué au business. Autrement dit, comment raconter des histoires, comment construire un narratif pour mieux captiver son audience, attirer l'attention, convertir ses prospects en clients, livrer ses clients, avoir une meilleure pédagogie pour ses élèves, comment avoir une meilleure rétention pour continuer de vendre aux mêmes clients encore et encore, comment avoir davantage de charisme, comment mieux présenter, comment mieux améliorer son mindset en changeant les histoires qu'on se raconte. Tout ça, c'est vraiment autant d'éléments du business qui peuvent être sublimés grâce au pouvoir des histoires. Donc c'est pour ça que j'ai geeké comme un malade j'ai- sur des dizaines de bouquins et plusieurs formations sur storytelling, plus beaucoup de pratiques. Ça fait plusieurs années maintenant que je pratique le storytelling. Et maintenant, je le fais vraiment consciemment en me disant, OK, comment est-ce que je peux faire la meilleure recherche possible, créer les meilleures méthodes possibles pour ensuite les mettre sur le marché et proposer ça aux gens. Donc, mon ambition, c'est clairement qu'on devienne la référence en matière de business storytelling d'ici les prochaines années, de livrer un TED Talk sur le sujet dans quelques temps aussi. C'est un projet dans le sens, pour moi, livrer un TED Talk, un TEDx Talk, c'est la consécration dans le sens où ça veut dire j'ai une expertise, je suis reconnu comme tel, j'ai un vrai message à délivrer et je veux arriver à ce stade de j'ai tellement creusé le storytelling que j'ai découvert des nouvelles choses que je peux apporter au monde. Donc ça, c'est mes ambitions. On est en train de structurer tout ça. J'ai déjà pris quelques clients en bêta testing, on va dire, qui ont été fascinés par la puissance de l'histoire qui résidait en eux. Et du coup, là, je suis en train de tout structurer, de tout mettre en place pour apporter un maximum de résultats aux personnes. On a des beaux projets et ça va être incroyable. Et que je parle de ça, c'est pas un projet pour 2023. C'est un projet pour les 25-30 prochaines années. Donc ça, c'est vraiment le tournant que je prends pour cette année et qui m'enthousiasme à mort, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de puissant de dire ça. C'est vrai que là, on n'est pas dire, OK, bah, ça, c'est tendance, je vais faire ça 1 ou 2 ans. Non, c'est pour les prochaines décennies. Je veux continuer encore et encore et encore à me perfectionner sur le même sujet. Parce que Et ça je fait trouve partie ça de ma grave inspirant. personnalité. Ça fait partie de ma personnalité d'avoir besoin de sens, d'une mission à long terme, de dédier ma vie à un truc, et d'exceller sur un sujet au point qu'on peut trouver des méthodes qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait surface depuis, tu vois. Ça demande un degré de geekage intense pour pouvoir innover. Et ça colle à ma personnalité, justement. C'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est pas une méthode de fonctionnement de tout le monde. Et connaître la manière dont on est câblé, que ce soit avec des tests de personnalité comme le MBTI, le DISC ou le Human Design. Je crois que c'est important de savoir comment on fonctionne pour ne pas reproduire les schémas et les conseils des gourous que vous entendez, mais vraiment de vous créer une méthode de fonctionnement qui vous ressemble. Ça, c'est un autre conseil que je pourrais vous suggérer. Je ne sais pas du tout, j'ai pas le timer de combien de temps a duré cet épisode. En tout cas, j'ai passé un super moment. Comme tu dis, malgré qu'on se connaît, j'ai appris des choses sur toi et Mais ça tu fait as sans longtemps qu'on doute n'a pas appris des discuté choses. comme ça, on a toujours des C'est interviewés. c'est vrai. Et vous qui nous connaissez à travers le podcast, bah, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et, Mais euh, et, et- et- ouais, je me permets, parce que niveau timing, sauf erreur, on est dans les clous. Donc j'aurais peut-être quand même une question à te poser, Christopher. dis-moi. Si tu étais un animal, Tu veux qu'on se fasse un portrait chinois l'un à l'autre? bah ouais, grave. On peut T'as se faire préparé ton ça. portrait chinois ou pas? Pas du tout. Moi non plus. Ça peut être marrant de le faire. Allez, on peut faire ça. Comme ça, on va voir ce que subissent tous nos invités chaque Oh semaine à là, attends, contre-pied. je me suis toujours dit, je vais me préparer un portrait chinois pour le jour où on me le demande. Résultat, je ne l'ai pas fait du tout. Je te pose la question, Chris. Si tu étais un animal, Si j'étais un animal, je serais un lynx. Le lynx, c'est mon animal préféré.
Je trouve ça somptueux. C'est un petit côté chat, mais chat vraiment très dangereux. Avec des poils aux oreilles. Quand il y a des reportages sur Netflix sur les animaux et tout, et je vois des lynx dans des montagnes, je suis fasciné. Et j'aime bien ce qu'ils représentent, donc le lynx. Et toi, Meryl? Trop classe. Tu veux qu'on se le fasse en ping-pong comme ça ou un coup l'un, un coup l'autre? Ouais, en ping-pong, Le c'est pas mal. ping-pong. Euh, Moi, je crains que ce soit le panda. D'accord. Ma femme adore les pandas. Et Euh, j'adore ma femme. Donc, Elle adore les pandas. t'as refilé la passion. Je sais pas combien de peluches on a à la maison. Quand on va aux eaux de Beauval, on adore voir les pandas. Ouais, m'a refilé sa passion. Mais j'ai creusé un petit peu et je lui dis, je crois savoir pourquoi tu aimes autant les pandas. Et pourquoi tu m'apprécies moi aussi, un petit peu. C'est parce que je suis un fucking panda. Genre, confortable, un peu paresseux, mignon. Ouais, je sais être mignon, tu vois, je peux être mignon si je veux. Mange tout le temps. Non, mais blague à part, ouais, le panda. Puis il y a quand même ce côté, ouais, ok, il mange tout le temps et tout, il fait pas grand-chose ses journées, mais il est quand même gracieux, il est quand même sacré. Le panda, c'est quand même le logo de la WWF, hein, Ouais, donc c'est vrai. voilà, bon, un panda. Mais j'ai pas plus d'arguments que ça. Ce serait pas mal une petite vidéo story télé autour des pandas. Tu kifferais le sujet et je suis sûr qu'il y a des anecdotes what Euh, the fuck à raconter là-dessus. ouais, on va dire que ça a intéressé les gens. On va dire que ça les intéresse. Si tu. Euh, Du coup, Vas-y. bah vas-y, non, à toi l'honneur, comme ça on se fait un vrai ping-pong. J'ai pas les questions sous les yeux pour être Tu les honnête. connais. Donc, Tu les connais. si tu étais Un objet. un objet du quotidien, Euh, J'essaie de dire un truc intelligent. Une couverture chauffante. Là, ok. c'est vrai pour en ce moment surtout. Mec, il a eu une vague de froid là. Je sais pas ce qui s'est passé. Les chauffages ont du mal à tenir la cadence. Et un truc qui m'a sauvé mes matinées, c'est la couverture chauffante. Charlotte l'a acheté cet été pendant les soldes. 16 euros au lieu de 50, un truc comme ça. Je me suis foutu de sa gueule parce qu'il y avait une canicule pas possible. J'ai dit, toi, t'achètes quoi? Tu reviens à la maison en disant, regarde ce que j'ai, une couverture chauffante. Mais putain, mec, 6 mois plus tard, là, en plein hiver, la petite couverture qui chauffe. Meilleur objet du quotidien, franchement. Meilleur outil de productivité. Bref, si tu Tu étais me un l'as objet bien du quotidien. vendu. Ouais. Sachant que tous les jours dans le nord, il fait froid. J'ai passé faire un tour au magasin. Ah ouais, non, je te jure. Mais ouais, mais maintenant, c'est plus en solde. C'est là où ma femme, elle est super smart pour ça. C'est que elle arrive à anticiper ce dont on va avoir besoin dans 6 mois et de sauter sur la réduction au meilleur moment. Enfin, elle est vraiment trop forte pour ça. Je crois que c'est elle qui a écrit Profit First d'ailleurs. Euh, Si moi-même j'étais un objet du quotidien, bah, je pense que je dirais un micro pour permettre de porter ton message bien plus fort parce Ouais, que et voilà t'es loin aussi. d'un micro, ou Moi, si je t'es réponds à un pas. panda et une couverture chauffante. Toi, t'es tout de suite là. Je veux impacter le monde avec un message dans le micro. Vas-y, va te faire voir. Non mais je sais pas, le micro, je trouve ça fun. Ouais, je serais un micro, Un Blue Yeti. Toi, entre tu autres. serais un Blue Yeti et moi, je serais un Yeti. Tu vois, on se complète bien. Un Yeti White. Si tu étais un film, Un film, alors, tout ce qui est film et série, je suis pas très bon. ouais, film ou série. Euh, Ouais, si je serais une série, franchement, Breaking Bad. C'est, cette série est beaucoup trop impactante. Ouais, de ouf. Surtout le personnage Walter White, enfin, tu vois, le petit gars vraiment qui voulait se faire discret, pas faire de bruit dans sa routine et du jour au lendemain se retrouve dans une vie qu'il n'aurait jamais pensé possible. Même si la fin est tragique, je trouve que l'ascension du personnage, elle est fantastique. Donc, ouais, je serais Je, Breaking Bad. je crois que elle est notée actuellement comme la meilleure série au monde. Ça ne me surprendrait pas que ce soit encore le cas. Et franchement, ouais, c'est une qui m'a le plus retourné. J'ai eu la mauvaise idée de recommander Breaking Bad à ma mère. Déjà, j'ai eu la mauvaise idée de lui recommander Netflix. Depuis, tous les soirs, c'est Netflix. Et Breaking Bad, sans déconner, je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Je crois qu'elle l'a regardé 4 fois d'affilée. Ah ouais. C'est pas je crois, On c'est je parle suis pas d'un sûr. film, on parle d'une série avec 4 saisons. Ouais, Cinq cinq saisons. saisons avec des épisodes de 45 minutes. Ma mère l'a regardé une fois. Elle a dit c'est trop bien, je veux le regarder avec mon conjoint. Elle l'a regardé une deuxième fois. Puis un jour, elle le regarde, elle fait tu sais quoi?
J'ai envie de me refaire Breaking Bad 3 fois. Je crois qu'elle en a sa quatrième. Elle va bientôt attaquer Better Call Saul. Elle me fascine. Elle vient d'acheter un camping-car, tout va bien. Non, mais juste pour faire une parenthèse storytelling là-dessus, Breaking Bad a un des meilleurs pitchs, une des meilleures prémices de scénario ever. Genre, un prof de chimie sans histoire est condamné à un cancer et il va se mettre à dealer de la méthamphétamine pour protéger sa famille. What Pour the leur fuck? offrir une succession. C'est incroyable comme pitch. Incroyable comme pitch. Et si en plus tu mêles ça à la première scène du film où tu as un vieillard, non pas un vieillard, mais t'as Walter White dans le désert, en Ainsi, slibard, avec un gun dans le froc et qui s'apprête à tirer sur des flics, tu te dis, mais what the fuck? Il y a ce côté what the fuck, ce côté on rentre dans l'action, ce côté contraste entre le prof de chimie et la personne qui est amenée à devenir. Et ensuite, il y a une évolution du personnage au fil des saisons. Cette série est plus que magistrale, je n'ai pas peur du danger, je suis le danger. avec les répliques de ouf. Ça, c'est les répliques qui sont devenues cultes, mais quand tu les fais monter épisode par épisode pendant 4 saisons et qu'il arrive en te balançant un truc pareil, tu dis waouh, incroyable. Et quand j'habitais à Reims, mon voisin de palier avait un paillasson. J'avais jamais compris à l'époque. C'était marqué I am the one who knocks. Je suis celui qui frappe à la porte, Skyler. Et je n'avais pas la ref. Je me rappelle de ce paillasson en Tu t'en plus. souviens? Sérieux? Ouais, ouais, à Reims. Ouais. Et ouais, bon. Bah, du coup, tu m'as un peu volé le truc. Si j'étais une série Breaking Bad de ouf avec cette évolution, c'est fascinant. Je n'ai même pas dit Casa de Papel, t'imagines? Ouais, 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 non, ouais, t'aurais carrément pu dire ça. Moi, j'hésite, mais tu sais quoi, pour la beauté du truc, je serais. Putain, il y a tous les films avec DiCaprio là, qui me viennent. Inception, Shutter Island, c'est les jeux Ne le dis à d'esprit, personne. les trucs où Inception, c'est une graine qui va en planter une autre, qui va en planter une autre et qui fait un truc. L'effet papillon, dans ce sens-là, c'est tu modifies une action que tu fais, ça modifie tout le reste de ta trajectoire de vie. Ouais, en gros, si j'étais un film, je serais l'effet papillon. Tu modifies un truc dans ta vie et ça a un impact monumental, un effet domino à 20 ans. Et le film avec Ashton Kutcher, l'effet papillon, c'est quand il explore un petit peu toutes ses vies, tu vois. C'est qu'il dans sa jeunesse, il va décider de sortir avec telle fille plutôt qu'une autre, il va décider de réagir de telle manière plutôt qu'une autre. Et à chaque fois qu'il fait une décision différente, il se réveille dans le futur, et un coup, il est avec la nana de ses rêves, un autre coup, il va se réveiller, il va être handicapé, un autre coup, il va être camé. Je sais même plus ce qu'il y a dans le film, je l'ai regardé il y a super longtemps, mais c'est des trajectoires de vie. Et j'étais très vite sensible à ça, et je crois que le business, ce qu'on fait, c'est un peu ça, tu vois, c'est de changer la trajectoire de vie des gens. Enfin bref. Donc l'effet papillon pour le film, et en série, je suis obligé de dire Karate Kid, quoi. Grave. Et plus Ah bah, récemment, Cobra Kai, du coup, qui a repris la suite, hein, qui est trop bien aussi. Et, euh, et voilà. Et si je veux vraiment parfaire mon année 2022, c'est obtenir ma ceinture noire deuxième dan. Je passe l'examen. 2023 du coup. Non, 2022, parce que je le passe samedi. D'accord, donc Donc, si je veux quand bien terminer l'épisode sera 2022. sortira, on mettra un bandeau, est-ce que tu l'as eu ou pas? Non, 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 En surtout spoiler. pas. Surtout pas, mais regardez mes stories, à la limite. Ouais, mais non, trop tard, trop tard. Bah Bon, oui, ça bref. sera déjà sorti. Mais ouais, c'est un challenge. Je compte en faire. J'en ferai une vidéo, je pense, parce que c'était une aventure aussi. Voilà pour cette question. Et du coup, si tu étais un livre, Meryl, Profit First. Non, pas Profit First. Pas Hypercube non plus, je vais pas faire ma promo. Euh, je sais ce que je serais. Je serais Sirius. en référence au nom de ton entreprise qui s'appelle Serious Impact. C'est ça, c'est magnifique. J'ai même mis un parc. Je crois que je l'ai déjà partagé cette anecdote en podcast. Dans le doute, je la reprends, mais euh, Pas dans le nôtre en tout cas. on devait, euh, on devait partir en vacances cet été et ma femme m'a dit, tu as le droit de prendre des livres, mais que des romans, pas des livres business. Elle savait pas que 2 semaines plus tard, je serais sur la plage en train de lire Profit First. Bref, on va quand même dans les librairies. Je cherche un bouquin. Je suis pas un grand consommateur de romans en ce moment. Et je tombe sur Sirius. Et effectivement, mon entreprise s'appelle Sirius Impact. Sirius en référence à l'étoile la plus brillante du ciel pour guider les gens et l'impact pour l'impact que je veux avoir avec ça. C'est ce qu'il y a derrière l'entreprise. Donc je vois Sirius, je me dis, bon, le bouquin, il a l'air joli, il y a une étoile, c'est Sirius, c'est post-apocalyptique comme j'aime. Vas-y, je prends le bouquin. J'ai lu le roman.
Déjà, tu commences le livre, c'est le chapitre 67. Et en fait, tu remontes Putain. les chapitres à l'envers parce que c'est en mode bientôt l'apocalypse et tout. Et c'est grave cool. L'histoire déjà est trop trop bien. Une relation entre une sœur et son petit frère, comme je les aime, comme j'ai pu retrouver dans The Last of Us avec le père et la fille, ou comme j'ai pu le retrouver dans God of War avec le père et le fils. J'adore ce genre de trucs. C'est des livres comme ça que j'ai envie d'écrire en termes de fiction. Et cerise sur le gâteau, c'était à la période où je me tâtais à aller à fond sur le storytelling et vraiment suivre cette voie-là. Et il y a un personnage dans Sirius qui est un peu le mentor, un vieillard qui va aider les protagonistes. Et on ne sait pas trop comment il s'appelle. Jusqu'à une certaine page, tu vois, j'ai mis une carte Pokémon en marque-page pour ne pas le rater. Et quand on lui demande, regarde, écoute ça. Il vit qu'Avril ne comprenait pas vraiment ce qu'il venait de dire, alors il ajouta, le vieillard. Aujourd'hui, je me fais appeler le conteur. C'est mon nom de scène. Je raconte des histoires aux gens que je croise. Je leur donne des nouvelles de ceux du bout de la route. Ils me donnent de quoi améliorer mon quotidien. Et surtout, ils me racontent leurs histoires. Parce que tout le monde a envie de parler, pas vrai? C'est comme ça que je survis. Sans les histoires, je serais mort aujourd'hui. C'est ouf. J'ai vu ça. J'ai posé le bouquin, mec. Et je me suis dit, Ça parle franchement, de storytelling, ce que tu veux faire avec le c'est à nom fond. Et Sirius, dans un j'avoue, bouquin qui les s'appelle étoiles Sirius. sont alignées, tu vois. Les Les étoiles, étoiles sont dont alignées. Sirius, sont Ah, alignées. c'est Et je me ouf. suis dit, franchement, je sais pas si l'univers envoie des signes, mais si l'univers envoyait des signes, ça en serait un. Ce serait Non, un putain de plein phare. franchement, voilà, si j'étais un bouquin, je serais clairement sérieux. Et toi? Moi, si j'étais un bouquin, je serais L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'ai lu ce bouquin. 2 semaines après, je prends la décision de partir en Australie. Un an. Tellement Ah, le truc trop qui ouf. m'a mindfuck, quoi. C'est le bouquin, je me suis senti dedans. Il faudrait que je le relise une deuxième fois. Mais ouais, c'est l'histoire d'une quête. J'ai jamais lu, je vais le lire. Je vais le noter. Ouais, c'est vraiment, voilà, ça m'a. Pareil, c'est pas un livre business, hein, même s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le lisent, mais c'est une fiction pure et dure. Il est pas Et trop gros, je crois. non, ouais, en plus, il se lit bien, c'est bien écrit, et franchement, ouais, c'est un des livres qui m'a le plus marqué. L'alchimiste, Paulo Coelho, et ouais, clairement une référence, et oui, un best-seller, un archi-best-seller. Franchement, ça, c'est mon objectif, d'écrire une fiction qui résonne aussi fort qu'un livre comme celui-ci, quoi. Ouais. Incroyable. Christopher, si tu étais, allez, rapidement, un plat. Un Welsh, plat typique du Nord, avec 80% de fromage et une tranche de pain, du jambon et de la bière. Aïe, aïe, aïe. Moi, je serais une pizza, je serais la Regina, ou la Reine, ou la Royale, suivant comment vous l'appelez. C'est la jambon champignon, avec un œuf, de temps en temps, et de l'origan. J'aurais pu dire la Meryl, parce que mon père était pizzaiolo quand j'étais ado, et il avait mis une pizza à mon nom, avec jambon steak haché. Trop bonne, je vous la recommande. Mais vu que je suis pas égocentrique à ce point, on va partir sur la Regina. Ma femme me dit toujours, mais tu prends toujours la même pizza au restaurant. Je fais oui, comme ça me permet de comparer. C'est vrai. Meryl, si tu étais un jeu vidéo, Ah, un moi, des je suis, 70 que tu as platiné. ouais, comme tu viens de le signaler, je suis très friand de jeux vidéo. J'essaie de me calmer d'ailleurs, et un peu jusqu'au boutiste. Donc c'est une vaste question. Allez, franchement, ceux qui m'ont le plus pris au trip, en général, ce sont des jeux narratifs. Tout à l'heure, j'ai mentionné The Last of Us et God of War. Ce sont deux jeux relativement récents que je pourrais vous donner. Donc c'est des jeux Pour moi, ce pas des jeux vidéo avec une histoire. Ce sont des histoires qui ont été mises sous le format jeu vidéo. À tel point que The Last of Us est en train de débouler sur HBO. Ils en ont fait une série et ça va arriver probablement sur Netflix et en France bientôt. Donc, ouais, une vraie narration forte. The Last of Us et God of War, c'est les deux seuls jeux où j'ai posé la manette parce que j'étais en train de pleurer, tu vois, devant la Ah ouais. force des scènes et devant la force de l'intrigue. Ouais, genre, même God of War plus récemment, à un moment, j'ai suivi mes larmes et je me disais, putain, c'est tellement beau et c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Tu t'attaches au personnage. C'est un film, mais qui dure 20, 40 heures. Donc, t'es investi, t'es acteur, tu joues. Dans certaines scènes du jeu, dans The Last of Us, par exemple, t'es en train de faire des atrocités et t'as la manette aux mains, la manette dans les mains et tu dois prendre des décisions. C'est vraiment engageant. Et c'est des jeux, c'est pas juste un jeu vidéo divertissant. Quand je pense à The Last of Us, c'est un jeu, t'en ressors peut-être en meilleur humain, en te disant, ah, voilà comment j'aurais réagi en telle situation, voilà ce que ça m'a fait ressortir chez moi, voici ce que j'ai aimé, pas aimé.
Donc c'est bouleversant, je sais que c'est quelque chose qui me touche énormément. Ça fait partie de mes deux licences, de mes deux jeux favoris. Et en vrac, pour leur redonner justice, j'aime beaucoup les Final Fantasy pour leur côté beaucoup plus vrai jeu cette fois-ci, pas forcément narratif. J'aime beaucoup ce style-là. Final Fantasy X et 12 qui ont une histoire un peu plus forte. Donc voilà, si j'étais un jeu vidéo, j'en serais beaucoup, mais je serais à tous les coups un jeu vidéo narratif qui vous rend meilleur. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même manière de consommer les jeux vidéo parce que moi, les trucs narratifs comme ça, je suis en mode mais passe, laisse-moi jouer, Mais non, je peux pas. ça c'est cinématique de PlayStation des années 2000. Aujourd'hui, ça a évolué. Je te Ouais, jure. Je te jure. c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu narratif. Et c'est pour ça que ma réponse va être totalement différente. Parce que moi, si je serais un jeu, je serais Mario Bros, évidemment. L'incontournable Mario Bros qui a Mais grave. traversé les décennies et dont un film va sortir Mais oui. prochainement, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai aucune idée de ce que peut donner Mario Bros parce que Mario, c'est un des trucs où, ouais, c'est vraiment que jeu vidéo Ah, c'est et arcade pur, ouais. ouais, et version film, est-ce que ça a sa place? Je sais qu'ils avaient tenté un dessin animé, mais qui était assez. Nope. Ouais, voilà, qui avait l'air un peu bidon. Donc en version film, voilà, Ah, ça va le être film a une. l'air cool. Et avec un bon storytelling, on peut toujours faire des merveilles. Crois-moi. Ouais. Ils ont fait pareil avec Sonic. Moi, j'aime beaucoup les licences Sonic. Tous les jeux sont un peu merdiques, mais vu que je suis accroché au personnage, bah, j'y joue quand même, tu vois, comme un bon consommateur. Et ils ont fait les films. Les films, c'était le public enfant, mais c'était vachement cool. Ils ont mis Jim Carrey dedans en plus, donc moi, j'adore Jim Carrey. Donc c'était cool. J'ai confiance en ce qu'ils peuvent faire avec Mario. Mais franchement, ouais. Après, il y a d'autres jeux aussi. Les jeux style RPG et tout ça, c'est fascinant. Le jeu de l'année, là, en 2022, c'est Elden Ring, qui était au coude avec God of War, d'ailleurs. Elden Ring a été sacré Game of the Year, le GOTY. Et parce que c'est. Oh, je ne peux pas partir sur le ring, il y a tant à dire, mais c'est un degré d'exigence incroyable. Il y a zéro scénario, il n'y a pas une ligne de scénario, mais c'est l'environnement qui va te raconter des choses. Tu vois une pierre tombale ici, tu comprends ce qui s'est passé. Tu as plein de manières de crafter tes armes et tout, et de te battre. Tu as une difficulté incroyable, tu as un open world fantastique. C'est un super jeu aussi, ça, de quel choix tu fais pour t'améliorer, tout ça. J'adore ça. Les RPG, moi, ça va de Pokémon à Elden Ring en passant par Xenoblade. J'adore tout ça. Et encore une fois, le but des jeux, c'est de vous en apprendre, de vous faire passer un bon moment et peut-être de faire de vous quelqu'un qui connaît mieux comment il est, d'en apprendre plus sur vous-même en fait. On a fini sur les jeux vidéo. J'ai essayé d'être plus court. Ah non, non, mais sur celle-là, on pouvait pas être plus Ah court, oui, c'est oui, pas possible. je savais que tu avais ma mise. Christopher, si tu étais une célébrité, Will Smith. Alors, vous allez dire, ah, en 2022, je veux dire Will Smith. Mais voilà, pour tout ce qu'il a accompli, voilà, ça fait partie justement. Quand je sais que je vais regarder un film et qu'il y a Will Smith dedans, je vais passer un bon moment. hmm, je serais Michael Jackson. Parce que j'ai toujours été j'étais fan à partir de mes 9 ans. Je lui dois beaucoup parce qu'il m'a c'est toujours cette anecdote où le moonwalk a changé la trajectoire de ma vie, un peu en mode effet papillon. J'ai déjà raconté dans d'autres épisodes, je ne la raconterai pas là, sinon ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais ouais, Michael Jackson, et plus globalement, parce que c'était la star des stars, il a fait ce que personne n'a fait avant lui. Il avait, il a un côté controversé sur lequel je passerai, c'est pas le propos, mais sur ce côté, avoir un impact sur tellement de gens. Avec le recul, je sais pas si enfin, j'ambitionne pas d'avoir une vie de superstar comme lui. D'ailleurs, il faut déjà y arriver. Je vois les avantages et les inconvénients, mais ce côté, je suis venu sur Terre pour une raison et j'apporte ça aux gens, je trouve ça fou. Et pour le culte qu'il a créé. Si J'aurais tu peut-être es, pas eu terminé par ça, mais si tu étais une émotion, Meryl. l'enthousiasme. Enthousiasme, ça vient du grec, qui signifie être habité, être animé par les dieux. Quand tu es enthousiaste, tu as de la joie, tu es ton vrai toi, tu fais exprimer ton côté divin, où tu fais des choses plus importantes que toi, où tu es transcendé quelque part. C'est ma définition de l'enthousiasme, et du coup, c'est l'émotion, non seulement mon émotion préférée, c'est celle qui fait ressortir mon côté enfant, ma joie, et c'est celle que je cherche le plus. Ok. Si tu étais une émotion, Christopher. Moi, je serais le rire. Parce Ouais. que c'est le rire, c'est pendant quelques secondes de flottement
plus rien d'importance, on vit le moment présent et c'est important. Souvent du mal à vivre le moment présent et pendant un fou rire ou un rire, on a l'occasion de vivre ça. Euh, et puis ça fait partie aussi des moments qu'on marque, une bonne crise de fou rire, c'est Ouais, généralement, on sent, tu me disais avant avant le début du podcast, tu me racontais une anecdote, tu as eu un fou rire et qui date d'il y a 5 ans et tu t'en ouais, rappelais encore. ouais, ouais. Donc, ouais, le rire. Et je remarque que mes plus proches amis sont souvent les personnes avec qui j'ai eu le plus de fou rire. Alors, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être j'ai eu des fous rires parce que je fréquentais ces personnes. Mais ouais, je crois que c'est important. Si tu étais un gros mot, Meryl, Christopher? je comprends. Christophe, c'est encore pire. Ah, là, c'est vraiment l'insulte ultime. Bon, vas-y, ça sera ma réponse pour la peine. Moi, je serais Nick Talas. C'est pas mal ça. Je trouve ça classe. Alors, il y a le mot Nick, bon, d'accord, mais Talas, c'est surtout écrit, quoi, avec un L à la place du R. J'aime bien. Fils Il y a, d'up aussi. il y a aussi ce côté un peu désinvolture. C'est ce côté, on prend les choses graves et sérieuses à la légère. J'en vois tout balader. Peut-être que je suis over analytique là, mais, mais Ouais. je trouve ça démonstratif, explicite. Si tu étais un super pouvoir, pour terminer. Si j'étais un super pouvoir, je pense que pouvoir remonter le temps ou aller dans le futur, c'est un truc que je kifferais, quoi. Aller voir justement un concert de Michael Jackson à ses débuts, enfin vraiment se faire le kiff ultime de dire j'achète des expériences qui ont déjà eu lieu, mais putain, on me les a racontées, mais je vais les vivre en vrai. Donc finalement, là, j'ai juste à attendre la réalité virtuelle. Rencontrer ta mère quand elle était au Le lycée. métavers. Ça vient de Retour vers le futur pour ma défense. T'as gâché le truc. Je n'ai pas regardé Retour vers le futur, j'avais pas la ref. Ah, mais t'es dingue! Eh ouais, je sais, je sais. Il arrivait juste derrière dans mes films préférés, un Retour vers le futur. Dans cet esprit toujours de tu remontes le temps, tu changes un truc, ça change tout le reste. J'adore ces délires-là, tu vois. Inception, l'effet papillon, Retour vers le De futur. dire Mais que je n'ai jamais regarde-le! regardé Retour vers le futur, c'est mes trois plus grosses hontes. Après, je n'ai jamais regardé Indiana Jones et je n'ai jamais regardé Harry Potter. T'as jamais regardé Harry Potter? J'ai jamais regardé Harry Mais Potter. nique Je sais ta race, fils qu'Harry est d'up. un petit sorcier qui a des moldus, c'est tout ce que je sais. Ouais. Star Wars, Euh, t'as déjà vu? Je suis juste ouais, curieux. ça par contre, j'ai déjà Ouais, vu. pas moi. Ça en est quitte. Ah putain, mais regarde Retour vers le futur, mec. Passe à la maison, on va se faire une petite session Harry Potter, Retour vers le futur. Allez, on va faire ça. Quel super Je- pouvoir je suis? Oui, voilà, exactement, C'est mérite. exactement ça que tu allais me demander. Euh, alors, c'est vraiment pas original. Alors, j'en ai deux. Je peux jamais faire une réponse simple, hein, tu me connais. La première, c'est lire dans les pensées. C'est le sujet de mon tout premier roman. Achetez-le sur Amazon. Et en vrai, lire dans les pensées, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, comprendre le monde de l'autre, euh, mieux communiquer avec l'autre. Ça, c'est vraiment le super pouvoir pour de vrai que je retranscris un peu dans mon business et dans mes fictions. Tu vois, c'est la vraie réponse. Mais au final, un super pouvoir qui n'a rien à voir, qui me ferait vraiment kiffer, c'est de voler. Et ça, c'est pas du tout original, mais quand je dis voler, c'est pas genre tu flottes un petit peu, c'est tu décolles comme Superman dans Man of Steel. Tu décolles, tu vas à fond la caisse, tu arrives à n'importe quel endroit ultra vite, t'es léger, t'es libre. Là, finalement, ça rejoint un petit peu le business aussi, tu vois. Cette liberté, cette légèreté. Après, tu te cognes des avions, c'est un autre délire. J'ai T'as déjà des volé, mec. procès, hein? J'ai déjà volé dans des rêves lucides. Je peux te dire que c'est Dans un incroyable. Auchan ou dans un supermarché? Non, vraiment, je suis dans mon rêve lucide et genre littéralement je décolle, mais je suis genre à 30 mètres de hauteur. Mais c'est Oh là tellement là. réaliste que Ouais, je vois les gens petits comme dans un avion et je fais ouais. ça avec mes bras et j'ai vraiment cette sensation de rêve Ah, de lucide de littéralement voler, quoi. Donc, je te souhaite de savoir faire des rêves lucides. Ça fera aussi mais... peut-être partie d'un de mes business 2023, apprendre aux gens à faire mais des ouais, rêves lucides développe parce que cette j'ai l'impression que compétence. je suis la seule personne de mon entourage à savoir en faire. En tout cas, quand je dis savoir en faire, je dis pas que j'en fais tous les soirs, mais j'en fais au moins
2-3 fois par mois, quoi, minimum. Putain, le Donc mec, c'est quand même assez fréquent. le mec se casse le cul à faire des business plans, tout ça. Finalement, sa mission de vie, c'est de faire des rêves lucides et d'apprendre ça aux gens. T'imagines le scénario Mais de ce dingue? serait tellement, enfin voilà, si quelqu'un me dit grâce à tes conseils, putain, cette nuit, j'ai réussi à faire un rêve lucide et j'ai pu faire ça, je serais content parce que c'est comme si tu as Ouais. essayé un jeu vidéo ou un truc et tu dis putain, il est trop bien, mais il y a personne qui a testé, qui peut te dire ouais, moi aussi, tu vois. Une Donc, fois, j'ai rêvé où je volais et je m'en souviens tellement c'était ouf. Toi, tu as la chance de savoir faire des rêves lucides. Je trouve ça incroyable. Et ouais. je dis ça en rigolant, mais franchement, une de mes peurs, c'est de me dire un jour d'avoir un succès, mais genre un gros, gros succès planétaire, mais sur un truc de merde. Genre là, je suis à fond sur le storytelling et tout. Finalement, je vais devenir milliardaire parce que j'aurais inventé le stylo qui fait en même temps stabilo. Et je me dis, putain, Ah ça me ouais, ferait chier, tu merde. vois. Mais les rêves lucides, ça va, c'est classe. Franchement, tu peux y aller sur ce créneau. Si ça marche, c'est trop bien. Tu vois. C'est un Mais vrai ouais, super là, pouvoir. j'en suis dans le stade, je sais en faire, mais comment l'enseigner à faire, mais ouais, et Bon, je pense que bien storyteller, je pense que n'importe qui, tu peux le convaincre en 10-15 minutes de dire putain, mais oui, bien sûr, je vais apprendre cette compétence de savoir faire si des rêves seulement lucides, tu tu vois. connaissais un storyteller qui pourrait t'aider là-dessus. Et je crois que voilà, on va finir par cet épisode par dire mais voilà le business, tu vois. Et là, dans 2 ans, on fait un podcast bilan. Ouais, donc les rêves lucides, storytelling. Après avoir dépassé les 10 millions de chiffres d'affaires en 2023, Ouais, ouais. on vit un rêve éveillé, enfin, rêve Ah, puis lucide, on quoi. couple ça avec le métaverse et l'intelligence artificielle et tout. On fait des trucs de ouf. Bon, voilà. Vous voyez la vitesse à laquelle on peut partir en vrille avec un bon pote quand on parle business. Vous avez peut-être des gens comme ça dans votre entourage avec qui vous pouvez le faire. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode un petit peu différent, vous l'avez compris. J'ai kiffé se faire ce portrait chinois à la con avec toi, fils d'Ap Nicolas. Coupez bien cet extrait, hein, De surtout rien, pour les TikTok et Christopher. pour les réels. Ouais, j'ai kiffé, ça me manque un petit peu. J'adore avoir les interviews des invités avec toi, mais c'est marrant des fois aussi d'avoir des petites conversations, ou des grandes conversations d'ailleurs. On a On passé plus d'une aura heure un ensemble, nouvel invité dès jeudi prochain. De toute manière, ne bien vous sûr. inquiétez pas. Bien sûr, on vous réserve du lourd. Franchement, c'est l'occasion de nous dire si vous nous écoutez. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous nous écoutez en audio sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez aimé cet épisode. Franchement, s'il y a un épisode où vous devez laisser un petit commentaire pour nous dire que vous appréciez notre travail euh, ou ce qu'on peut Tout en nous améliorer ou souhaitant la bonne autre. année, Et bien voilà, c'est n'hésitez pas. l'occasion. Nouvelle année, vous laissez un commentaire, vous me dites, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais j'écoute régulièrement et c'était cool de vous écouter sur cet épisode-là. Vous pouvez nous traiter de Christopher si ça vous fait plaisir. Tout ça, tu vois. Même de Christophe. En tout cas, bah, merci d'avoir été là. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous dit bonne année 2023, que 2023 soit l'année de tous les records. C'est ce qu'on va essayer de faire personnellement et c'est ce qu'on vous souhaite de faire, que ce soit à travers le business en ligne ou dans tout autre domaine de votre vie. Ciao, ciao tout le monde! Ciao!